Du coup, bienvenue à tout le monde. On va faire un podcast ce soir pour parler un petit peu de l'enseignement du développement web et tout ce qui a trait à l'apprentissage. Donc, on va parler à la fois de la partie formation, comment ça se passe, parce que si jamais vous, ça vous intéresse aussi de devenir formateur ou faire de la formation, ça peut être une voie qui est intéressante et dont on ne parle pas forcément beaucoup. Et ensuite, on parlera aussi du point de vue enseignant ou formateur par rapport aux étudiants. Donc, quelles sont les questions qui sont posées assez fréquemment et voilà. Et du coup, pour ce soir, on a avec nous Lior Chamla. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Bonsoir à tous. Lior Chamla, développeur depuis 2000, allez, on va dire après mon bac+2, donc en 2006, et formateur depuis 2009, où j'intervenais au début des petites journées, on va dire 10 jours par an dans une école, jusqu'à aujourd'hui où maintenant je suis formateur à plein temps, quoi. Première question un peu classique, mais qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire de la formation, justement? Je sais pas. En fait, on était dans une école qui s'appelle Lexia, qui est une excellente école, qui aujourd'hui est devenue carrément une école d'ingénieur. À l'époque, nous, on n'était pas homologués, donc je suis pas ingénieur. Voilà, je vous le dis. J'ai un master 2, un bac+5, mais je suis pas un ingénieur. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est devenu une école d'ingé où en fait, il y a pas de prof. C'est un modèle qui est connu, hein. Je crois qu'ils font un peu la même chose chez Epitech, tout ça, non? C'est pas ça? Un truc un peu sans prof, quoi. En gros, c'est des écoles où t'as pas de prof. T'as des tuteurs qui sont là pour vérifier, si tu veux, en début de semaine qu'on a tous compris où on devait aller en fin de semaine et qui viennent en fin de semaine pour voir si on est bien arrivé là où on devait arriver. Et du coup, c'est totale autonomie. C'est Google, c'est des bouquins à dispo, c'est des PDF qu'on te met à dispo. Donc forcément, t'as 18, entre 18 et 22 ans, t'es à une classe de 10 mecs, une fille. A priori, il n'y a pas grand monde qui fout quoi que ce soit. Et moi, comme j'étais quand même passionné, je foutais, je bossais de ouf, tu vois. Et avant le vendredi après-midi où le tuteur allait revenir pour tout gérer, il fallait que j'explique tout à mes potes pour qu'ils fassent illusion que ça va, ils ont capté pour qu'on puisse passer au chapitre d'après. Parce que s'ils ont pas capté, c'est la cata, quoi. Ça retarde le programme d'une semaine, faut retaper une semaine, enfin, c'est l'enfer. Donc, je me suis mis à former les étudiants qui n'avaient pas eu envie parce qu'ils ont joué au poker ou quoi. Je me suis mis à les former le vendredi matin sur tout ce que j'avais fait la semaine. Et au fur et à mesure, j'ai développé l'ambition de me dire, en fait, si c'est bien payé, je peux faire ça tout le temps, tu vois. Moi, il n'y a pas de problème. Et du coup, dès mon bac+2, on avait un projet professionnel à fournir. Et moi, j'ai dit, à long terme, je serai formateur .NET. Bon, à l'époque, c'était .NET. Ça n'a pas été le cas. Mais donc, dès mon bac+2, je savais où j'allais, quoi. Ok, ouais, tu étais déjà bien dirigé. Les gens demandent est-ce que c'est comme l'école 42? Est-ce que tu sais comment ça se passe chez 42? Non, C'est un non, peu... parce que 42, je sais pas trop comment ça se passe, mais ça a l'air hardcore de chez hardcore. Là, non, là, c'était pas hardcore, c'était juste autonome. Mais c'était D'accord. pas des trucs de fou, tu vois, on n'était pas en mode faites des algos de crypto de sécurité en C bas niveau, tu vois, j'en sais rien. C'était vraiment, c'était de l'informatique de gestion, si tu veux. C'était ok, on fait des trucs, des CRUD, des trucs comme ça, tu vois, des trucs pas hardcore, quoi. Le plus hardcore qu'on ait fait, c'est théorie de graphe, c'est-à-dire algorithme de Dijkstra, des trucs comme ça. Tu vois. Ça, c'était vraiment le truc le plus hardcore qu'on ait fait. Donc, c'est pas non plus la mort, quoi. Et c'était déjà dans le développement web ou c'était des trucs un peu plus génériques Non, non, c'était pas dans le développement web. On a Ok. presque pas fait de web dans ces époques-là parce qu'on faisait beaucoup de clients lourds, en fait. On faisait des applis C++, C Sharp, .NET ou Java. On a fait bien sûr un peu de PHP, un peu de JavaScript, mais très peu, tu vois, vraiment genre en mode, bon, ça existe, regardez un peu ce que c'est, tu vois. C'est que après que dans mes stages et tout, j'ai été dans des boîtes qui faisaient du web. Donc au début, j'ai fait du Java dans le web. Donc c'était des servlets et des JSP à l'époque. Et après, j'ai fait du PHP. Mais c'est les stages qui m'ont fait faire ça. C'est pas du tout l'école, quoi. L'école, on était plus sur des technos genre Java ou .NET. Et on a fait un peu d'ASP.NET. Pas de PHP, pas de JavaScript, tous ces trucs-là, quoi. Ok, tu vois, j'aurais pensé plutôt, vu que moi je sais que je te connais en fait grâce à mes viewers qui me parlaient toujours de tes tutos pour Symfony, du coup je m'étais dit que vraiment tu avais commencé que comme ça, quoi. C'est assez rigolo Non, pour le coup. non, en fait, c'est le boulot qui m'a amené sur le web. C'est pas du tout les études. Ok. Aujourd'hui, tu fournis quoi comme type de formation? Est-ce que tu fais je sais que tu fais des formations à distance, donc sous forme de tutoriel, mais aussi tu as cette particularité de donner des cours en physique. Enfin, à l'époque où il n'y avait pas encore le Covid. Les- Voilà, à l'époque, c'était en physique. Maintenant, c'est plus en physique. Non, mais nous, tu sais, on avait de l'avance, hein. Moi, ça faisait, avant le Covid, ça faisait déjà bien un an et demi qu'on avait des formations en visio parce que pour l'école, si tu veux, c'est tout bénef. T'as pas de locaux, t'as pas de matos. Et en fait, là où je me rappelle mon pote Xavier qui gérait le recrutement d'étudiants à Marseille, il galérait parce qu'il fallait pour tous les 3 mois, il fallait trouver 10 étudiants, tu vois. Donc, il fallait se trouver sur Marseille 10 étudiants qui valaient le coup, qui n'étaient pas complètement à la ramasse, tu vois. C'était difficile. Là, tu veux lancer une session.
3 mois de cours, tu dis, mais les gars, mais où vous soyez en France, même en Belgique, en Suisse et même ailleurs, quoi, vous vous connectez en fait. Donc pour l'école, c'est tout bénef. Donc c'est pour ça qu'eux, ils avaient commencé bien avant le Covid à faire de la visio, quoi. Donc nous, quand le Covid est arrivé, si tu vois, on était en mode, ben on continue comme on fait en fait. Ah, c'est une bonne solution. Ça a pas coupé du tout le rythme des étudiants qui étaient en visio, quoi. Et du coup, en termes de type de formation, tu fais quoi comme type de contenu en fait? Tu proposes d'apprendre quelle chose et quel niveau en fait? Alors, quand je fais mes formations en présentiel, entre guillemets, c'est-à-dire les formations par exemple comme aujourd'hui, là, moi, j'ai que des étudiants qui ont déjà fini soit une licence, soit un BTS, soit un bootcamp. D'accord. Mais c'est déjà des étudiants, si tu veux, t'es plus à leur expliquer qu'est-ce que c'est une fonction, qu'est-ce que c'est une variable, qu'est-ce que c'est un algo, qu'est-ce que c'est une boucle, etc. Normalement, ils ont à peu près capté. Donc pour la plupart, parce que tu as toujours quelqu'un qui arrive à passer le filtre, tu vois, où tu es en mode non, mais ça c'est une fonction en fait, il y a une valeur de retour, donc ça marche comme ça. Mais pour la plupart, je veux dire 99%, t'as pas à leur expliquer les bases. Mais pendant très longtemps, moi j'ai été spécialisé vraiment dans le niveau 0. C'était intéressant, mais c'est harassant, quoi. Ouais, là, ça veut dire des étudiants qui sortaient, par exemple, du bac et qui n'avaient jamais touché à un outil informatique ou... Non, c'était des reconversions. Donc, tu pouvais avoir, mais c'était une exception, des étudiants vraiment qui sortaient du bac ou qui n'avaient pas de bac. Mais sinon, c'était vraiment bonjour, Roger ou Gilbert, chauffeur de camion à mes heures, je veux devenir développeur web, quoi. Et là, tu le prends par la main et tu as 3 mois pour en faire quelque chose. Enfin, c'est des profils quand même qui étaient intéressés par le web ou c'était plus de la reconversion un peu par... sans ça dépend. Forcément savoir, quoi. T'avais ce qu'on appelle les profils vraiment intéressés. Donc ça, c'est des gens qui, ils limite, même sans l'école, ils auraient fait des tutos sur Open Classroom ou en regardant tes vidéos. D'ailleurs, tous regardaient tes vidéos à l'époque. Ben, ça doit toujours être le cas, hein. Tu sais que même moi, moi, je me suis formé avec toi, en fait, hein. Je veux dire, c'est un peu la consécration de venir discuter avec toi ici, parce que je me rappelle, hein, mais vraiment, et quand je bossais même, quand on avait notre propre boîte et tout, j'étais en mode, putain, mais regarde je te disais à mon associé, je dis, mais regarde le nouveau tuto de GraphiCart, là, sur AngularJS, ça a l'air trop cool, viens, on utilise ça et tout. Donc, c'était en 2013, je crois, 2013, 2014, un truc comme ça. Mais donc, tu as le profil qui veut faire ça, qui va peut-être pas finir par le faire parce qu'il se doute peut-être pas de qu'est-ce que c'est. Mais en tout cas, il a l'idée qu'il veut faire ça. Et tu as le profil, ce qu'on appelle le profil statistique, quoi. C'est Pôle emploi, il te l'envoie parce que, mec, il m'a saoulé. Lui, il faut le sortir des stats pendant 3 mois. Je te l'envoie et tu te démerdes avec, quoi. Ouais, je pense à ça. Ça arrivait aussi. Non, ouais. ça arrivait aussi. C'est pas non plus rare parce que ça arrivait souvent. Aujourd'hui, je sais plus trop comment ça se passe. Mais il y a eu une époque où, si tu veux, l'été, c'était typiquement ça. L'été, en fait, la plupart des gens, même motivés, disaient non. Tu vois, j'ai 2 ans de chômage. Là, c'est l'été. Je vais me faire chier maintenant à faire une formation hardcore bootcamp 35 heures par semaine. Donc, ça préfère aller à la plage. Et par contre, ceux qu'on avait l'été, typiquement, comme il fallait remplir des classes, en fait, bah, le Pôle emploi, il nous disait, bah, tiens, prends-lui, là. Lui, il va venir te voir. Et gars, tu te tapais des étés, des fois, tu avais envie de te suicider, quoi. C'est aussi comme ça que tu t'affines en tant que formateur, c'est d'avoir des profils incroyables, tu vois, mais vraiment des trucs où tu délires, quoi. Le mec sait pas faire un copier-coller, il faut lui apprendre, tu vois. Donc bon, en fait, tu fais un copier-coller et c'est marrant parce que le truc qui était là, maintenant, il vient là, tu vois. Genre, mais ça affine aussi ta résilience et ta capacité à former des profils où tu te dis, mais on va jamais y arriver. Et puis finalement, putain, le mec, à la fin des 3 mois, il fait un CRUD et tout. Bon, ça passe, quoi. Ça passe. Bon, il finira jamais développeur, hein, faut pas se déconner, parce que on en a des profils comme ça, mais c'est très dur de leur avouer, tu vois, que mec, enfin, c'est pas fait pour toi, tu vois. Ouais, c'est toujours difficile. Quand tu t'engages un peu dans un truc... Bah, surtout que tu vois, souvent, malgré tout, ils jouent le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, ils s'en foutent. Ils savent bien, je pense, au fond d'eux qu'ils le sauront pas, tu vois. Mais ils jouent tellement le jeu, ils s'impliquent tellement qu'il faut être vraiment le dernier des enfoirés pour lui dire, mais gars, c'est pas fait pour toi, tu vois. Genre, t'as trop d'empathie pour lui dire, c'est pas fait pour toi. Non, vas-y, continue, c'est bien, tu vois. Ouais. Pas évident. Il y a des gens qui demandent la formation que tu fais, justement, donc l'école, si... je sais pas si tu as donné le nom, en fait. Moi, dans quelles écoles je travaille ? Ouais. Ou dans quelle école j'ai été formé ? Dans quelle école tu travailles, du coup, tu donnes... Alors moi, je travaille en très grande partie pour une école où là, vraiment, c'est la famille, c'est la 3WA. Mais maintenant, aujourd'hui, pour le présentiel, je travaille que pour eux, où il y a des petites agences régionales qui font de la formation, tu sais, en entreprise. D'accord, ouais. Mais ça, c'est des trucs genre... voilà, c'est des trucs qui sont régionaux. C'est vraiment des trucs où les entreprises les appellent, on a besoin d'une formation React 3 jours pour 4 développeurs, et si je me sens, j'y vais, tu vois. D'accord. Et donc la 3WA,
Alors, mais je travaille plus que sur des profils avancés maintenant. Oui, ok, toi tu n'as pas les personnes qui débutent, tu as déjà des personnes qui ont de l'expérience. Voilà, je fais plus. Donc la plupart du temps, c'est des alternants qui vont faire un espèce de bootcamp en alternance pour arriver sur du bac+4. D'accord. Sur de l'équivalent bac+4. Ce qu'ils appellent la formation full stack ou la formation concepteur-développeur. D'accord. Et ces bootcamps, enfin, toi, ce que tu proposes en termes de formation, c'est à peu près une durée de combien de temps? Et c'est général, en fait, par exemple, tu parles de full stack, est-ce que c'est général, ça parle d'un peu tout, ou tu vas te focaliser sur une technologie en particulier? Alors, pour ces moi, élèves? je suis on est d'accord que moi, je travaille pas à l'école. Oui, C'est-à-dire, je suis un prestataire, je suis entrepreneur, je facture l'école pour une prestation de service. Et la plupart du temps, la prestation va durer, par exemple, une semaine. D'accord. Alors, c'est pas le cas, par exemple, pour Symfony, parce que c'est quand même énorme, donc on te programme pour 3 semaines. Mais en fait, si tu veux, c'est des alternants qui font 3 semaines de boîte, une semaine de cours. 3 semaines Ouais. de boîte, une semaine de cours. Donc, tu peux avoir un cycle Symfony, 3 semaines, où là, tu vas avoir tes étudiants, donc 3 mois, en fait, mais tu vas les avoir vraiment une semaine par mois. Et tu vas essayer de leur foutre le plus de Symfony possible dans la gueule. Là, par exemple, en ce moment, sur cette semaine, je suis sur une semaine solide. Ok. Donc là, je les verrai qu'une semaine. Alors peut-être je les retrouverai plus tard, ces étudiants-là, pour Symfony. Peut-être dans 6 mois, d'un coup, je les reverrai. Tiens, on fait du Symfony. Mais potentiellement, je les reverrai plus jamais. Donc j'y suis pour une semaine pour faire du solide. Sachant que la durée de leur formation en alternance, c'est de 1 an. C'est 1 an à chaque fois. Et tu sais à peu près ce qu'ils voient dans ce cursus ou... À peu près. Après, comme j'interviens pas sur tout, si tu veux, j'ai pas vraiment l'idée globale de tout ce qu'ils vont voir. Mais je sais qu'ils font, par exemple, du JavaScript avancé. Ils vont faire... Alors après, le problème aussi, c'est que c'est modulable. C'est-à-dire qu'un étudiant, il peut très bien dire, ben moi, je vais voir React, alors que l'autre va dire, ben moi, je vais voir Angular. D'accord. Un autre étudiant va dire, ben moi, je vais voir Node, alors que l'autre va dire, moi, je vais voir Symfony. Si tu veux, l'essentiel, c'est qu'ils aient vu une stack front, donc une techno front, ça va être React ou Angular. Et une techno back, ça peut être Node ou Symfony. Okay. Et après, derrière, tu as des cours communs, dans tronc commun avec tout le monde. Donc, c'est JavaScript avancé, PHP avancé avec de la programmation orientée objet. Donc, c'est surtout les patterns solides, etc. Donc, ça, c'est tout le monde doit les voir. Mais après, les étudiants vont se découper en fonction des modules qu'ils vont choisir. Ce qui est intéressant, d'ailleurs. Hein. Oui, c'est toujours mieux parce que j'imagine si tu réalises que tu préfères plus un type de techno par rapport à une autre, ça t'évite d'être coincé. Ok. Et comment justement se passe la partie préparation de ces formations, de ces semaines-là? Est-ce que tu y vas en te disant on va voir un peu sur le tas, ou tu as une préparation en amont quand même à faire pour savoir un petit peu ce que tu vas dire? Alors là, c'est le sujet qui fâche. Alors écoute, l'école, voilà en fait le problème, si tu veux, c'est que tu as l'école d'une part, tu as le formateur et tu as les élèves. Moi, alors, il y a un truc sur lequel moi, je suis humble sur tout. Tu vois, je connais rien à rien, je suis nul, je capte rien. Il y a un seul truc sur lequel je suis pas humble, où je sais ce que je vaux, c'est la façon d'apprendre des choses à des gens. Je sais que je suis un bon pédagogue et je sais exactement quand je vois quelqu'un qui est à tel niveau, comment je vais l'amener à tel niveau. Alors moi, j'ai mes programmes à moi, si tu veux. C'est-à-dire qu'on me dit, tu vas faire du solide. J'ai mes exercices, j'ai mes explications, j'ai ma pédagogie. Le problème, c'est que l'école, elle garantit à tous les étudiants, quel que soit le prof sur lequel ils vont tomber, parce qu'ils ne sont pas tous Lior, ils ont d'autres profs. Ouais. Sur le même sujet, je veux dire, sur solide, tu vois, il y a la semaine solide, bah ouais, Lior, il est sur une session, il n'est pas sur toutes les autres, tu vois. Et donc, elle garantit normalement qu'il y a un programme commun, c'est-à-dire que tout le monde va voir les mêmes choses. Ouais, effectivement. Sauf que moi, et c'est pour ça que là, on est en discussion avec l'école pour que je travaille aussi sur les programmes. Mais moi, je suis désolé, mon programme à moi, il est mieux, tu vois. Et surtout, mon programme à moi, il est improvisable. C'est-à-dire, voilà, je vois le niveau des gens le lundi, je sais exactement ce que je vais faire toute la semaine. Et c'est des exercices que je vais pouvoir préparer même en temps réel, pourquoi pas, qu'on va pouvoir même co-préparer avec les élèves, tu vois. Genre, bon, vous voulez faire quoi, tu vois. Ouais. Typiquement, on va faire du TDD. Tu préfères faire Twitter ou tu préfères faire une application d'entreprise? Et là, tu vois, les gens, ils lèvent la main. Bah, moi, je suis plus sur un Twitter, moi, je suis plus sur une appli d'entreprise. Et vas-y, go. Ça, tu peux pas le faire si tu as un programme qui est unique. Et donc là, ça fait... Là, cette semaine, je me suis engagé à suivre le programme de l'école, tu vois. D'accord. Donc, je le suis sans grande conviction, avec un regard critique, et qui me permettra d'ailleurs de faire remonter systématiquement. Tu vois, bon, là, les gars, ça, c'est quoi, ça? Typiquement, voilà, je te donne un exemple. Alors là, les débutants, ils vont pas forcément comprendre, mais comment tu expliques les principes solides? Tu peux le faire.
tu peux le faire. Mais comment t'expliques les principes solides à des gens qui n'ont jamais fait de test unitaire et qui ne comprennent pas forcément qu'en fait, ces principes, ils sont faits justement pour que tes tests ils soient faciles à écrire, tu vois. Pour que les classes, elles soient uniques, pour qu'il y ait de l'injection de dépendance, pour que tu puisses passer des mocks, par exemple. Tu vois, c'est fait pour ça. Tous les principes solides, ils ont été faits pour que tu puisses tester facilement. Et comment tu fais si des gens, en fait, ils savent pas ce que c'est un test unitaire et ils savent pas les contraintes que tu y trouves. Donc voilà, il y a plein de choses où moi, si je veux expliquer les principes solides, le premier truc que je fais, c'est que je fais une journée de test unitaire où j'essaye d'expliquer voilà, comment ça marche. Et là, les principes solides, ils ont du sens. Pourquoi tu vas faire de l'injection de dépendance, pourquoi tu fais de l'inversion de dépendance, etc. etc. Ouais, c'est souvent le problème dans les formations, c'est qu'ils te présentent des outils qui répondent, nous on le sait, à des problématiques particulières. Et si tu n'as pas vu les problématiques en amont, tu te dis, mais c'est over compliqué, pourquoi j'irais créer 3 ou 4 classes alors que je peux faire tout dans une. Ouais, c'est pas évident. Exactement. Et moi, j'ai une approche, dans ma pédagogie, j'ai vraiment une approche bottom-up, je pense. Enfin, je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, mais où vraiment, si tu veux, je peux pas t'expliquer théoriquement à quoi ça sert une classe si t'as pas déjà vu les problèmes que tu avais sans les classes, quoi. Ouais. Et c'est un peu le problème qu'il y a dans ces formations accélérées aussi, c'est que, comme tu le dis, on veut te présenter des outils, mais si toi, tu vas les apprendre, tu vas dire OK, mais tu sais pas pourquoi. Et c'est ce que dit Romain souvent dans ses vidéos, c'est je pense que pour que quelqu'un pige vraiment quelque chose, il faut qu'on comprenne pourquoi, en fait, il y a ça, quoi. Donc voilà, c'est des petites discussions qu'on a aussi avec les écoles, avec leurs programmes, etc., quoi. Oui, après, c'est vrai que dans ton cas, c'est un peu particulier, vu que tu peux avoir des groupes d'étudiants qui ont des formateurs différents, mais sur un bout de cursus qui est identique. C'est ça qui est un peu particulier dans cette situation-là, quoi. Si à la limite, avec tous les étudiants, le problème, il aurait été réglé, quoi. Tu aurais pu plus expliquer à ta manière avec le parcours que tu veux, quoi. Ouais, ça, c'était l'avantage qu'on avait avec les étudiants en reconversion, tu vois, les niveaux 0, parce qu'ils te disent, tu viens pendant 3 mois. Et à la limite, la seule chose que je faisais pas, c'était HTML et CSS. Parce que là, on avait un formateur en intégration, c'est-à-dire quelqu'un qui vraiment, il est chaud. Voilà, si on lui pose la question, display block, display none, il va pas bégayer comme moi, tu vois, il va dire non, c'est bon, je sais comment ça marche. Donc moi, je les prenais à partir de JavaScript et je les amenais jusqu'à la fin. D'accord. D'ailleurs, ça, on pourra en parler aussi, du gap de la falaise cognitive entre HTML, CSS pendant 1 mois et demi, en mode putain, ça va, on a tout pigé, puis d'un coup, JavaScript qui arrive, là, c'est le coup de massue, quoi. Bah, justement, ça peut nous amener à une des questions que j'avais, qui était, pour les étudiants que tu as rencontrés, qu'est-ce qui a été les choses les plus compliquées en fait, à passer? Quelles ont été les notions qui les ont fait vraiment patiner, quoi? Moi, je pense que si tu passes la vague de départ, c'est-à-dire grosso merdo, en fait, c'est pas un langage, hein, c'est la prog. Voilà. Qu'est-ce que c'est une fonction? Qu'est-ce que c'est une variable? Qu'est-ce que c'est les boucles? Ça les rend fous, tu vois. Les gens deviennent complètement tarés avec ça. Si tu arrives à passer cette vague de départ, après, si tu veux passer de procédural à objet, bon, on t'explique, tu le fais, tu piges. Je pense vraiment le gros chemin, il est sur les premières les logiques de base, quoi. Et ça, c'est passionnant en même temps. Parce que comment tu fais comprendre à quelqu'un c'est quoi une boucle? C'est vachement intéressant. Moi, dans la formation que moi j'ai faite, c'est-à-dire qu'on m'a appris, moi je sais que ça a été avec le langage de programmation. Et quand moi je le forme des gens sur ça, j'ai plutôt tendance à faire l'algorithmique d'abord en séparé, de vraiment parler que de l'algorithme avant de lancer sur PHP. Toi, tu as quelle vision de ça? Au début, moi je partais langage first, c'est-à-dire on va partir tout de suite sur le langage. Et au final, c'est vrai que quand j'ai eu vraiment des gens qui étaient très 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 débutants, je me suis dit, venez, on parle en français, on fait du français, tu vois. Et en fait, on faisait du pseudocode sur tableau blanc en français. Et au fur et à mesure que la logique rentrait plus ou moins, on passait ensuite sur le langage. Et d'ailleurs, ça a la vertu de démontrer que finalement, ton langage, c'est vraiment un outil, parce que derrière le concept, si tu le parles en français, tu vois, on écrivait carrément ce qu'on avait écrit au tableau blanc en français, on l'écrivait en commentaire dans le fichier, et on disait, ben voilà, maintenant, il faut la syntaxe pour le langage JS. Et demain, ça sera du PHP, après-demain, ça sera du C++. Bon, il y a des différences, mais au final, tu vas t'y retrouver, quoi. Mais c'est vrai qu'au début, j'avais l'habitude de partir direct avec le langage. Je suis pas sûr que ce soit forcément pire, mais c'est sûr que si tu arrives à leur mettre la logique en français avec des blocs sur tableau blanc, ça peut mieux se passer. Par contre, j'ai jamais utilisé de logiciel, tu sais, genre Google, ils ont un site Google maintenant où tu as des espèces de blocs où tu vas pouvoir faire des boucles, des trucs comme ça. Ouais, t'as Scratch. Mais en même temps, ça existe depuis peut-être pas trop longtemps non plus, mais je l'avais vu à un moment. Ça, je me dis, ça peut être vachement cool aussi.
Je sais pas si tu l'as testé ou pas, mais moi j'ai vu vite fait 3 gifs où tu as des images et tu vois des trucs qui bougent et tout. Ça a l'air intéressant, quoi. J'ai pas testé pour l'apprentissage. Enfin, moi, je l'ai déjà utilisé. J'avais aussi, il y a un jeu qui s'appelle Les Lapins Crétins qui apprennent à coder. Et c'est avec le même système. Mais je suis pas sûr que, tu sais, la représentation mentale des petits blocs que tu places, je suis pas sûr que ça aide beaucoup par rapport à quand tu écris du code, quand tu fais des boucles Mhm. et ce genre de choses. Moi, Mhm. j'ai tendance plutôt à faire de l'algo, comme tu l'as dit, en français. Parce qu'en fait, au moins, ils ont déjà l'habitude du pour, du tant que, et au moins, ça leur rappelle plus ce qu'ils vont avoir derrière, quoi. Mhm. Alors ça marche encore mieux le pour chaque, le tant que avec du PHP plutôt qu'avec du JS. Bon, quoique maintenant tu as le for off qui peut Mm. marcher dans JS, mais mais du coup effectivement j'ai fait les deux, c'est-à-dire que j'ai fait de l'apprentissage de la prog avec JS et de l'apprentissage de la prog avec PHP, et bizarrement j'ai l'impression qu'avec PHP ça passe mieux. C'est-à-dire que les traductions littérales des boucles, etc., de vraiment ce que tu fais, ça se traduit mieux en PHP qu'en JavaScript. Mais Ouais, bon, c'était juste une impression, quoi. ouais, Donc potentiellement, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Apprenez le JavaScript. Potentiellement, quoi. non, mais c'est vrai qu'en fait, au-delà d'apprendre. Apprenez le PHP plutôt, je voulais dire. Ouais, l'objectif de la formation, c'est pas d'être spécifiquement bon dans une techno. En fait, ce qu'on va chercher à donner aux étudiants, c'est plus les logiques d'apprentissage et comprendre la logique. Parce que finalement, le langage, c'est qu'un support. Et une fois que tu comprends les bases des bouts, des conditions, tout ça, ça aide pour tout, quoi. Mm, c'est ça. Bah, en fait, une fois que tu as pigé, voilà, c'est ça. Le langage, c'est un outil qui va s'adapter à ta problématique, mais ça reste derrière exactement les mêmes logiques, quoi. Bon, je dis ça, ça a l'air cool. En vrai, quand je me suis mis à Ruby, j'ai saigné des yeux, quoi, hein. Ouais, non, mais oui, je pense que c'est intéressant quand même de les faire commencer sur un langage qui est relativement classique, qui ressemble un peu à tous les autres langages. Des langages comme Ruby, ça peut être un peu particulier vu que la syntaxe en plus te déstabilise pas mal, quoi. Et, Mm. mais moi, je sais qu'il y a des notions, par exemple, les tableaux. Quand tu fais des tableaux à 2 dimensions, là, les gens sont perdus. En fait, ils ont beaucoup de mal à représenter ça mentalement, je trouve. Et c'est aussi ce qui fait qu'ils galèrent pas mal sur les boucles. Bah écoute, de mes derniers souvenirs, parce que ça fait longtemps que j'ai pas Ouais. formé des gens sur des tableaux, c'est vraiment des notions de base, mais de mes derniers souvenirs, moi je participais au Master 2, c'était une école de com, d'accord, donc Ouais. les mecs, l'informatique, d'ailleurs j'ai arrêté parce que c'était un peu horrible, j'avais l'impression d'être un prof de maths en troisième, tu sais, où t'avais les élèves que ça intéressait, et du coup ils étaient chauds bouillants, et t'avais genre 50% de la classe, ils s'en battaient les reins, quoi. À l'enfer. Et ouais, c'est difficile. Autant dans une formation en reconversion, tu vois, ou en alternance, les gens viennent pour ça. Ils veulent faire de l'informatique. Là, c'est des gens qui aimaient, voilà, ils voulaient être community manager, ils voulaient être ceci, ils voulaient être cela. Bon, l'informatique en détail, ils s'en foutaient un peu, quoi. Mais par contre, là où il me semble que j'arrivais bien à expliquer justement ces notions de tableau, ça rentrait plutôt bien, y compris à plusieurs dimensions, mais c'est qu'il faut y passer beaucoup de temps, en fait. Il faut surtout des représentations graphiques. C'est-à-dire que ton tableau, bon, tu vois, tu fais un rectangle avec plusieurs cases, et si tu veux expliquer qu'il y a 2 dimensions, bah, tu fais des petits rectangles dans chaque case, évidemment. Et donc, du Ouais. coup, tu vas pouvoir expliquer les indices et tout ça, et tu vas pouvoir faire passer le message comme ça. Et a priori, en français, ça se passait bien. Après, dans le code, c'était autre chose, mais en français, déjà, si tu veux, tu les interrogeais, comment je chope le prénom Lior, bah, ils me disent, bah, ok, tu vas dans la case 1, et là, tu vas dans la case 0, et t'as Lior, tu vois. Donc, ça, ils avaient bien pigé ça, quoi. Ouais, je crois que ça avait été mal expliqué. C'était des tiroirs et quand il a voulu faire la deuxième dimension, c'était des tiroirs dans des tiroirs et c'était fini, quoi. On était perdu. Ouais, mais enfin, en tout cas, tu me diras, c'est bizarre parce que je l'utilise moi aussi, le tiroir. Ça marche, hein. Comme quoi, Ouais. comme quoi, c'était pas si bien que ça au final. Enfin, en tout cas, selon toi, c'est pas une super analogie, quoi. Non, ça dépend de la profondeur, on va dire, à ce niveau-là. Et après, tu disais que tu avais le passage de procédural à objet. Est-ce que tu as pas tendance à essayer maintenant de sauter carrément le côté procédural et de rentrer les objets? En fait, est-ce que tu fais beaucoup de procédural et ensuite tu passes à l'objet, ou tu te dis, en fait, je leur explique les objets un peu dès le début pour que pour eux, ça soit pas un truc spécial, ça soit quelque chose qui est intégré de base, en fait? Alors aujourd'hui, de toute façon, la question ne se Hmm. pose plus parce que ce que j'enseigne, c'est des gens avec qui on va faire de l'objet tout de suite. Ouais. À l'époque des reconversions, tu peux pas faire ça parce que tout simplement le programme ne te le permet pas. C'est-à-dire qu'à aucun moment tu arrives dans la reconversion en disant ben voilà, on va faire direct de l'objet. Ouais, je m'étonne. Tu passes par du procédural et je vais te dire c'est même préférable. Parce que pourquoi l'objet est intéressant? Ben parce que en procédural on a telle et telle et telle limite, tu vois. Mhm. Et c'est là où tu dis ben regarde, on a quelque chose d'encore mieux, c'est l'objet. Moi, je trouve que c'est important de passer sans objet d'abord. Même si j'avais le choix du programme, j'aurais peut-être commencé par le procédural quand même. Moi, j'ai peur, en fait, si on fait ça,
de leur inculquer une manière de travailler en procédural et après qu'ils aient un moment pour se réhabituer à une autre technique, en fait. Oui, mais c'est le cas, hein. Tu as raison. Mm. Il y a vraiment un côté, merde, on m'a appris des trucs pendant 2 semaines, j'en ai chié, et là maintenant tu es en train de me dire qu'en fait c'est pas comme ça et qu'il faut faire autrement, quoi. Il y a le petit côté pourquoi on s'est fait chier pendant 2 semaines. Mais je pense que c'est obligatoire d'en passer par là pour déjà avoir les notions de base qui passent quand même par du procédural. Et, parce que finalement, dans tes objets, dans tes méthodes, ça reste finalement du code synchrone que tu écris ligne par ligne au final. Donc, il faut déjà passer par là, programmer un peu comme ça, en ligne par ligne, quitte à avoir des fonctions, des variables, etc. Et ensuite se rendre compte que bah ouais, il y a des problèmes de cohérence, il y a des problèmes de cohésion dans ton code, on comprend pas ce qui se passe ici, ce qui se passe ici. Avec des objets, ce sera beaucoup plus clair. Et là, t'enchaînes sur la PO, quoi. Mais encore une fois, je dis ça, moi, ça fait peut-être 3 ans que j'ai pas fait un cours. Et après, c'est ça qui est intéressant dans ton expérience, c'est que moi, je fais des vidéos et que les gens ils comprennent ou comprennent pas, ben, je le saurais peut-être jamais, tu vois. Mais le fait de confronter ça, sa manière de former avec des gens vraiment qui bloquent ou qui bloquent pas, c'est ça justement qui est intéressant. Un feedback qui est beaucoup plus instantané que ce que je peux avoir avec... C'est comme ça notamment. En fait, moi, si tu veux, quand je fais une vidéo, l'avantage que j'ai, c'est que si tu veux, je sais que la façon dont je vais expliquer la chose, je l'ai testé en fait. Je l'ai bêta-testé entre guillemets, tu vois. Je sais que j'ai testé 10 façons d'expliquer un truc et j'essaie de recueillir, ok, laquelle marche, tu vois. Et en fait, c'est débile parce que sur certains étudiants, c'est pas celle-là qui marche, c'est une autre. Mais du coup, j'essaye de voir laquelle me semble la plus convaincante pour mes étudiants. Et c'est ça qui va se retrouver dans une vidéo YouTube, par exemple. D'accord. Donc tant pis pour ceux qui, en fait, préféraient l'autre façon, tu vois. Mais ouais, moi, en fait, c'est ce que je racontais à Benoît Gantom. Là, j'étais chez lui il y a pas longtemps sur son podcast. Et je lui disais qu'en fait, j'avais du mal, malgré le fait que c'est pas ça qui me fait gagner ma vie. C'est-à-dire la formation en temps réel, tu vois. Ça va être quoi, peut-être 30 à 40% de mon chiffre d'affaires. Le reste, c'est les formations payantes que je fais en ligne. Mais j'en ai besoin non seulement pour la passion d'aider les gens et de les voir évoluer, quoi, mais surtout parce que ça me permet, à un moment donné, sur un sujet précis, de tester, de dire à quel moment, comme je disais, l'œil de la personne en face va dire « c'est bon, j'ai compris », tu vois. Et en fait, comme tu as plusieurs façons d'expliquer, tu vois que celle-là, bon, c'est laborieux. Son œil, il n'a pas explosé encore. Ok, celle-là, son œil, il brille pas encore. Et là, celle-là, tu vois que l'œil, il brille. C'est bon. Il a capté. Avec celle-là, il a capté, quoi. Et il y a moyen, du coup, il y a moyen comme ça de bêta-tester des approches pédagogiques et de dire voilà la meilleure, quoi. Et tu affines comme ça pour les prochains groupes qui viennent. Du coup, les 3 premières façons que tu as eu d'expliquer, tu les débarrasses et tu gardes ta dernière. Et si celle-là, elle passe pas, éventuellement, tu fais un fallback sur celle d'avant, quoi. Ah, c'est un bon plan, ça. Mais c'est justement, pour ceux qui se poseraient la question aujourd'hui avec tout ce qu'on a sur Internet, est-ce que ça vaut le coup de faire des formations ? Si c'est des formations, on vous file que des vidéos, ça sert pas à grand chose effectivement, mais par contre, je trouve que le fait d'avoir un formateur à disposition pour poser ces questions et qui peut justement s'adapter, c'est ça qui est super intéressant, quoi. Ouais. Ça, en tout cas, c'est appréciable pour un étudiant, effectivement, quand il comprend pas la première explication, qu'il n'est pas une vidéo seule, tu vois, qu'il est, tiens, attends, j'ai une deuxième explication avec, tu vois, d'autres exemples, d'autres cas d'utilisation, d'autres situations. Et tu peux comme ça faire 2, 3, 4 exemples. Et des fois, il en faut vraiment 4 ou 5 pour que l'œil brille, tu vois. C'est pas un, il faut des fois peut-être 10 explications différentes, dans des contextes différents, avec des exemples différents. Et au bout d'un moment, le cerveau réunit tout et dit c'est bon, j'ai pigé, c'est bon, j'ai compris. Ouais, et puis ça peut être aussi quelque chose qui est faisable avec du travail en groupe, comme ça a été le cas pendant ta formation, avec d'autres élèves qui, eux, ont compris et qui vont essayer de l'expliquer différemment, quoi. Ça peut aussi jouer le rôle de catalyseur à ce niveau-là, quoi. En fait, et ça marche beaucoup mieux en présentiel d'ailleurs, tu me diras, c'est logique. Ça marche beaucoup mieux en présentiel, ce qu'on faisait donc bien avant le Covid encore. C'est, t'as vraiment des groupes d'entraide qui peuvent se former de 2 ou 3 personnes dans la salle. Tu vois, ils sont 15, mais t'as plusieurs groupes de 2 ou 3 où tu sais qu'il y a, entre guillemets, un leader au sens bon du terme, tu vois, qui avance vite et qui veut tirer les autres avec lui,
qui va dire, moi, il n'y a pas de souci, j'ai fini mon exo, tu vois, je vais aider les 2 personnes à côté de moi, et ça marche aussi vachement bien, ça, parce qu'ils ont une approche pédagogique qui est différente. Ouais, des futurs liors ou des futurs graphic art. Ou pas, ou tu vois, juste des futurs un bon développeur ou une bonne développeuse, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'il fout et pourquoi c'est bien, quoi. Ouais, clairement. Bah, ça, surtout en équipe, c'est aussi une compétence. Ça permet de développer cette compétence-là qui est vachement importante aussi parce que c'est rare qu'on fasse du développement seul dans son coin, quoi. C'est toujours en équipe. Donc c'est important d'être capable d'expliquer ce qu'on fait et pourquoi on le fait, quoi. Mais moi, pour moi, c'est vraiment une des compétences les plus importantes. Enfin, c'est les soft skills, quoi. Mais c'est le soft skill le plus important pour moi, c'est être capable de communiquer sur ce que tu fais, y compris à des gens qui n'ont pas ton niveau, voire même y compris à des gens qui font pas du tout d'informatique. Mais au moins, essayer d'expliquer, de vulgariser ce que tu es en train de faire. Parce que parfois, c'est ton patron qui va te demander, tu vois, mais qu'est-ce que tu es en train de foutre, en fait, comment ça va fonctionner et tout. Et il faut que tu sois capable de vulgariser. Donc moi, c'est pour ça que je pousse systématiquement les gens à streamer, à faire des vidéos, à écrire des blogs, à parler beaucoup dans leurs entreprises, avec leurs collègues et tout, pour vraiment entraîner ce truc de, OK, on discute, quoi. On essaye de présenter ce qu'on fait. Et je vous encourage tout le monde à faire ça, quoi. Donc préparez des vidéos, on vous attend. Bah, ou pas, mais tu sais, ça peut même ne pas être une vidéo. Moi, je me rappelle systématiquement, quand je donnais des formations dans les entreprises, j'avais les salariés à qui et tu sais, souvent, tu as le patron qui arrive, qui fait « Ah, alors, elle vous a plu la formation, machin ?» Et du coup, tu peux discuter avec lui pendant un petit quart d'heure ou un repas. Et moi, je faisais toujours du lobbying. Je disais « Dis donc, dans votre boîte, vous organisez pas, genre, les vendredis formation, par exemple, où chaque vendredi, tu vois, tu as un salarié qui va former un peu les autres sur une stack qu'il utilise, qu'il aime bien, sur une techno qu'il utilise ou qu'il aime bien, tu vois, et que ça tourne. Ouais. Que le premier vendredi soit Julie, le deuxième vendredi, ça sera Mathieu, et le troisième vendredi sera Cécile, tu vois, j'en sais rien. Et que ça tourne, en fait, et que tous les vendredis, tu dis, c'est relâche, tu vois. Vendredi après-midi, en plus, c'est très bien, on a bouffé au resto, on est tous fracassés, il reste 4 heures avant le week-end, il y a personne qui est productif. Donc, tant qu'à faire, venez, on fait un truc sympa, tu vois. Et bon, souvent, ça les chauffait pas, hein, je te le dis, les patrons, ils étaient en mode, non, en fait, il y a la mise en prod et tout, non, on a des projets, tu vois, on a autre chose à foutre. Mais ils se rendent pas compte, en fait, de l'émulation que ça pourrait créer et du fait que tout le monde montrait en faisant ça, quoi. Y compris les gens qui expliquent aux autres. Oui, clairement. Pas que ceux qui se font expliquer, ceux qui expliquent aussi. Puis ça permet de mélanger un peu les trucs, parce que c'est vrai que dans les entreprises, moi je vois, il y a par exemple une équipe qui va s'occuper d'un front qui va être fait avec tel ou tel techno, puis aucune autre personne dans l'entreprise va être capable de gérer cette techno, et c'est vraiment dommage. Puis même, il y a des postes différents, donc ça peut être intéressant d'apprendre un peu de DevOps de la part de la personne qui fait du DevOps, et ce côté formation, il est un peu perdu malheureusement, effectivement, dans les entreprises. Bah, je sais pas en fait si c'est perdu ou si c'est juste dans les PME dans lesquelles j'allais, tu vois, où les mecs étaient un peu bas du front, entre guillemets. J'ai l'impression que dans les grands groupes, ça doit se faire peut-être, hein, tu vois, ce genre de passage de flambeau, ce genre de... Je sais pas. Franchement, j'ai pas assez d'expérience en tant que salarié. Moi, j'ai été salarié pendant 3 ans, tu vois. Après, le reste du temps, j'ai toujours été... Soit j'ai créé ma boîte, soit j'ai été auto-entrepreneur. Je sais pas ce que ça donne. Ça fait très longtemps que j'ai pas été dans une... À part en tant que formateur, mais dans une boîte en tant que salarié, ça fait... depuis 2012. Ça fait 10 ans que je n'ai pas été salarié. Ouais, je n'ai pas été salarié depuis 10 ans. Moi, j'ai la vision depuis l'extérieur en tant que freelance. Tu vois, de temps en temps, je suis amené à rentrer dans des entreprises. J'ai vraiment cette... avec les méthodes agiles et ce genre de choses, ils ont tendance vraiment à créer des groupes séparés. Donc, ils ne se mélangent pas forcément. Et c'est vrai que j'ai eu cette sensation-là. Après, effectivement, ça peut être un biais par rapport à mes expériences. Bah, je sais, franchement, je pourrais pas te donner, je pourrais pas te donner mon avis. J'en ai pas. Voilà, je ne sais pas comment fonctionnent les entreprises de ce pays. Tu vois. Et justement, tu disais que tu faisais des formations dans les entreprises et c'est plutôt de la montée en compétence sur une techno particulière ou carrément une bifurcation vers une autre techno? Alors, moi, à chaque fois que j'ai fait une formation en entreprise, que je te dise pas de bêtises, à part une où j'avais besoin d'argent à ce moment-là, et j'ai fait une formation bootstrap de 2 jours où j'avais envie de... Quelle horreur, mon Dieu. Enfin, c'était l'horreur. Non, mais c'est juste, bon, voilà, frérot, il y a des classes, tu les utilises, tu vois. Mais sauf que ça a duré 2 jours parce que la personne, elle fait ce qu'elle peut. En plus, c'était... Non, on va pas dénigrer les fonctionnaires. Mais bon, voilà, c'était de l'administration. Donc voilà, c'était une personne, elle faisait de son mieux, elle était passionnée, en tout cas, et ça, c'était super cool. Mais à part du bootstrap, moi, j'ai fait que du React en entreprise. Alors, j'ai fait du consulting aussi, mais là, c'est pas de la formation, c'est plutôt... On m'a montré un projet, on m'a demandé ce que j'en pensais. Ça a duré 3 jours sur du Symfony. Donc ça, c'était cool. D'accord. Et c'est des gens qui venaient de s'y mettre. Et du coup, c'était propre parce que c'est des très bons développeurs PHP. Mais juste, ils développaient sans framework depuis, je sais pas, des années.
Et là, ils s'étaient lancés eux-mêmes tout seuls comme des grands dans une refonte en Symfony et ils m'ont juste demandé pendant 3 jours qu'on améliore ce qu'ils avaient fait. Mais sinon, c'était que du React. Et systématiquement, ouais, c'était des équipes qui étaient sur des fronts JS, qui n'avaient pas de stack particulière et où ils avaient gratté comme des chiens à leur patron. Systématiquement, c'est toujours eux qui allaient voir le patron pour dire il nous faut ça, tu vois. En même temps, c'est logique, le patron, qu'est-ce qu'il s'en fout tu vois, il en sait rien, lui. Il sait pas, tu vois. Et à chaque fois, il y avait la soif d'apprendre. Ok, on voit que la techno hype, là, c'est React. Viens, on se fait 3 jours de React. Et c'était toujours très, très sympa. Moi, j'aime bien aller dans les entreprises. Bon, maintenant, ça se fait plus avec le Covid aussi, c'est souvent en téléprésentiel. Du coup, moi, ça fait un petit moment là que j'ai pas fait d'entreprise. Mais c'est pas mal aussi. Les salariés, où il y a entre guillemets, il y a du niveau par rapport à des étudiants en alternance ou quoi. Là, tu vois des gens qui, bon, ça va, ça fait 10 ans que je fais du JS, j'ai à peu près compris comment ça marche. Maintenant, c'est juste qu'on voulait aller vite. On voulait pas passer 3 jours sur la doc, on voulait passer 3 jours avec un formateur. Oui, c'est toujours mieux d'apprendre de la bonne façon en plus. Surtout sur des trucs comme React, il y a moyen de faire beaucoup, beaucoup de mauvais apprentissages pendant longtemps, quoi. Ben ouais. Bon, après, moi, React, je suis pas non plus, tu vois, un gros taré de React, mais je veux dire, s'il faut que je t'accélère, on va dire, au moins le départ, go, je peux le faire, il n'y a pas de problème. Ah, c'est toujours l'objectif. En général, la formation, c'est vraiment un catalyseur, parce que mine de rien, tu vas continuer à te former tout le temps par toi-même, mais l'objectif, c'est pas de passer 2 heures au démarrage, quoi. Ben, c'est surtout qu'en 3 jours, t'as pas du tout le temps de tout voir, en fait. Non. Donc c'est voilà, je te mets un gros booster au départ, comme les boosters d'une fusée. Après, on lâche les boosters et tu t'avances tout seul. T'es en orbite, quoi. T'attends. Tu tournes. Bon, en espérant que quand tu tournes, tu continues quand même d'avancer. Sinon, ouais, c'est pas terrible. Pour en revenir aux étudiants, est-ce que tu as des questions qui reviennent de manière un peu récurrente, soit au niveau de la programmation de manière générale, soit au niveau de l'emploi ou... Alors, bon, bien sûr, il y a toujours la question, est-ce qu'on va trouver du boulot? Et moi, c'est horrible, hein. Moi, je réponds toujours, j'en sais rien. Ça fait 10 ans que j'ai pas passé l'entretien d'embauche. Je sais même pas ce que les gens cherchent sur le marché. Démerdez-vous, tu vois. Genre, c'est pas à moi qu'il faut poser cette question. Moi, vous me posez variable, fonction, objet, je réponds. Emploi, entretien d'embauche et tout, j'en sais rien. En fait, moi, j'ai pas fait d'entretien d'embauche depuis 2009. Mmh. C'est-à-dire que mon dernier entretien d'embauche, c'était en 2009. C'était pour mon stage de master. D'ailleurs, c'était en janvier 2009, et depuis, j'ai plus jamais fait d'entretien d'embauche. Donc, je sais pas, tu vois, je ne sais pas ce que veulent les entreprises aujourd'hui en 2022. Par contre, je sais que là, aujourd'hui, ça en parle beaucoup sur Twitter, on va se le dire clairement, on a abusé. On a abusé sur le nombre de juniors qu'on a sortis. Je crois en tout cas, hein, et là je pense que même les gens des écoles, hein, c'est-à-dire les directeurs d'école et tout, peuvent aujourd'hui se mettre autour d'une table et dire bon les gars, on a abusé, on a sorti des centaines de milliers de juniors. Mais il n'y a pas d'emploi pour des centaines de milliers de juniors, les gars. Enfin, bien sûr qu'il y a une pénurie dans l'informatique, mais pas pour des juniors. Il y a une pénurie pour des gens qui sont voilà, ils ont besoin de postes de haut niveau, quoi. Et donc, on a eu ce petit souci-là, et on en a beaucoup parlé, même avec la communauté Hater, avec Jerry et tout ça. Je sais pas si vous connaissez, Hater, c'est une communauté sur Discord où c'est beaucoup, justement, c'est des gens qui vont vous aider à trouver un emploi, essayer de trouver quelque chose, parce que ils ont constaté, ils en font partie aussi de ces gens à qui on a promis monts et merveilles, mais qui, bon, les gars, la formation, elle est finie. Moi, ça fait 6 mois que je suis toujours au chômage, je suis retourné travailler dans mon ancien boulot et tout. Et ça arrive beaucoup plus fréquemment qu'on ne le croit. Donc, l'inquiétude numéro 1 d'un étudiant, c'est est-ce que je vais trouver du boulot? Alors moi, je n'ai plus ça. Parce qu'aujourd'hui, tous mes étudiants sont des alternants. C'est-à-dire qu'ils sont déjà dans une entreprise, tu vois. Donc, j'ai déjà plus ce truc désagréable où je suis obligé de dire, les gars, en fait, j'en sais rien, en fait, tu vois, je sais pas. Donc ça, c'est déjà un point gagnant pour moi de ne pas avoir des étudiants inquiets de leur emploi. Ils sont déjà dans un emploi. Eux, ils veulent juste apprendre des choses. Ça, c'est cool. Mais je sais que c'est un gros problème qu'on a sur les juniors. Et aujourd'hui, je pense que toutes les écoles l'ont compris, parce que maintenant, toutes les écoles ils proposent plus de 3 mois. Ça existe presque plus, ça. Il n'y a plus, on fait un bootcamp de 3 mois. Maintenant, il y a le premier bootcamp de 3 mois. Ensuite, il y a l'alternance 1 an. Ensuite, il y a une autre alternance 1 an. Parce qu'ils ont compris que pour que tu ailles sur le marché du travail, en vrai, il faut pas 3 mois. En vrai, il te faut au moins 2 ans, avec une semaine par mois de cours où tu vas vraiment forger une expérience, un savoir, des compétences. Et je trouve que c'est excellent que les écoles aient fait ce pas-là. La première, je crois que c'était O'Clock, hein, qui était direct parti sur du 6 mois. Quand nous, on faisait du 3 mois, on dit putain, 6 mois. Et en même temps, nous, les formateurs, on disait à nos clients, les écoles, on disait, mais ils ont raison, les gars. Évidemment qu'il faut faire au minimum 6 mois, tu vois, un grand minimum en vrai. Et maintenant, tout le monde fait ça. Il n'y a plus une seule école qui te propose que 3 mois, quoi. Ça n'existe plus, je crois.
Alors, autre chose, c'est pas une question, mais c'est une problématique et que je pense peut-être s'il y a vraiment des débutants qui sont là, mais là, c'est vraiment pour le débutant. Et j'en ai parlé dans une vieille vidéo YouTube qui me fait honte aujourd'hui, mais qui est toujours sur la chaîne. Je dirais, si vous remontez sur ma chaîne, vous allez voir des vieilles vidéos où vraiment, niveau montage et tout, c'était gratiné, quoi. Et en fait, c'est un problème qui arrive aussi aux étudiants de mathématiques, donc aux enfants de 6e, de 5e, de 4e et tout. C'est ce que j'appelle moi la décontextualisation, mais tu dois comprendre tout de suite ce que je veux dire. C'est que tu as des étudiants, si tu leur apprends par exemple en JavaScript à créer un objet voiture, donc tu leur dis voilà, c'est un objet en fait, il y a plusieurs propriétés, une marque, une couleur, tu vois, une marque, une couleur et un nombre de kilomètres. Et vous voyez, ça fait en une variable plusieurs sous-variables, entre guillemets. Enfin, c'est super cool, tu peux même mettre des fonctions dedans et tout. Et en fait, l'étudiant, il peut finir la journée en me disant bah, aujourd'hui, j'ai appris à créer une voiture en JavaScript. Tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris en fait que, mais non, tu peux créer ce que tu veux. C'est-à-dire, c'est une voiture, mais demain, tu peux créer une chaise. Après-demain, tu peux créer un bus. Et demain, encore après, tu fais une maison. Tu vois, enfin, tu peux créer l'objet que tu veux. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à sortir de l'exemple que tu as donné pendant la journée pour généraliser, si tu veux. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faudrait que les... Mais ça, c'est vraiment pour des problèmes de débutants. Je suis même pas sûr qu'il y en ait sur ta chaîne en train de te regarder, là, sur Twitch. Mais c'est pareil. Moi, à un moment donné, je me rappelle sur les reconversions, quand on finissait le premier blog, je leur disais, les gars, les filles, vous êtes développeurs. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, c'est bon, j'ai plus rien à vous apprendre. Et eux, ils avaient fait un blog. Donc, ils étaient en mode, mais non, on a juste fait un blog. Mais oui, mais en fait, là, aujourd'hui, tu gères des articles, demain, tu gères des clients, après-demain, des factures, et après-demain, je sais pas moi, les chiens de la SPA, on s'en fout, tu vois. Ouais, clairement. Mais sauf qu'eux, ils avaient fait un blog. Donc, pour eux, ils savaient faire un blog, mais ils se disaient pas qu'ils savaient faire autre chose, en fait. Et il faut réussir à faire ce zoom arrière, dire non, mais c'est bon. En fait, je sais créer quelque chose, supprimer quelque chose, lister quelque chose, updater quelque chose, quoi. Et ça, c'est vraiment... une fois que tu débloques ça, je pense déjà que tu as fait un grand pas dans ok, c'est bon, en fait, on va pouvoir apprendre à faire plein de trucs, quoi. Bah, tu rigoles, mais c'est pas que pour les débutants. Et même les Anglais ont un nom pour ça, ils appellent ça le tutorial L. Tu sais, c'est des personnes qui regardent des tutos, ils savent faire le truc du tuto, mais jamais autre chose que ce qu'ils ont appris. Et ils enchaînent des tutos, sans jamais essayer tu vois, de mettre en pratique ou de dériver pour se dire, bon, ben là, maintenant, j'ai appris des outils et je vais utiliser ces outils pour me les approprier, pour faire mes propres trucs, quoi. Et c'est quelque chose qu'on a même sur des profils pas forcément débutants, mais ils apprennent une techno, ils vont faire plein de tutos sans jamais essayer de la pratiquer. Et malheureusement, c'est pas effectivement une bonne manière d'apprendre. Et c'est aussi important en tant que formateur de bien prendre ça en compte, quoi. Là, je vois Gambaz dans le chat. Il est marrant parce qu'il dit exactement ce que je disais à mes étudiants. Il faut faire travailler... Quand je commençais la programmation, je disais, il faut être dans un... Quand j'arrivais sur les premiers cours de prog à mes étudiants, je leur disais, il faut être dans un état mental très bizarre parce qu'il faut être à la fois hyper concentré, hyper rationnel et hyper logique. Et en même temps, il faut presque être dans un rêve, dans une imagination débridée. Et il me dit, Gambas, sur le chat, il faut travailler l'imagination et la créativité. Mais vraiment, c'est ça. C'est-à-dire que moi, quand je programme, en fait, j'ai vraiment dans ma tête, si tu veux, j'ai des dessins animés, il y a des variables, il y a des fonctions, il y a plein de trucs qui se passent dans ma tête. Et je pense que si tu arrives aussi, ça c'est un autre point à travailler, c'est l'imagination, c'est-à-dire le fait de se représenter mentalement ce que tu es en train de faire, en fait. Les variables sont des boîtes, j'en sais rien, tu vois. Enfin, tu te démerdes pour avoir une espèce de palais mental. Et c'est ça qui est compliqué aussi, où tu essayes d'imaginer ce qui se passe, en fait. Mais de façon humaine, entre guillemets, presque, tu vois. Ouais. Parce que sinon, tu vas pas t'en sortir. Et c'est un truc qu'on réalise pas forcément effectivement à l'expérience, mais quand on lit du code, entre guillemets, dans la tête, tu vois un peu le chemin que ça va se faire, quoi. Et même tes variables, tu les représentes d'une certaine façon. Donc c'est un bon conseil à ce niveau-là. Ben, c'est ça, faut avoir de l'imagination, faut être tout aussi rigoureux et en même temps, faut être rêveur. C'est-à-dire, ok, c'est rigoureux parce que tu rates le point virgule, t'as foiré le programme, mais faut aussi garder cette part de, ok, essayons d'imaginer ce qui se passe vraiment dans notre tête de façon imagée, quoi. Et ça, c'est aussi un conseil que je peux donner, c'est d'essayer vraiment d'avoir un visuel, entre guillemets, de ce que vous êtes en train de foutre. Ouais, c'est important. C'est important, surtout, j'allais dire surtout au début, mais en fait, quoi qu'il arrive, quel que soit le niveau, de bien représenter les choses, c'est important, quoi. Voilà. Donc, j'ai parlé décontextualisation, j'ai parlé imaginaire, j'ai parlé emploi malgré tout, en disant que j'y captais rien. Oui, c'est ça, faites attention quand vous posez des questions, on ne sait pas. C'est assez difficile de dire ça, et si vous faites des formations,
c'est possible que vous appreniez des technos enfin, vous allez être dans un job d'une techno qui existe peut-être même pas aujourd'hui, quoi. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qu'on ne peut pas savoir à l'avance. Bon, après, John, si je peux donner mon exemple, mon objectif, je crois que j'ai toujours le PDF, il faut que je le cherche, c'était ma présentation en Bac+2 de ce qu'ils appelaient à l'époque le projet de formation, projet professionnel, personnel, je me rappelle plus. En gros, tu avais un jury de profs et tu devais faire un oral avec une présentation PowerPoint pour expliquer qu'est-ce que tu ferais dans 10 ans, tu vois. Ouais. Et du coup, où tu en es aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut comme compétence pour faire ce que tu veux faire dans 10 ans et qu'est-ce que tu vas mettre en place. Et si tu veux, moi, c'était vraiment formateur.net. Ouais. Donc j'avais dit, bah ok, il faudra que je sois salarié sur du .NET pendant un petit moment, puis après je serai chef de projet parce qu'il faut quand même une vision, machin, et puis ensuite je serai formateur.net, tu vois. Bon, au final, moi je suis formateur tout sauf .NET. C'est ça. Alors, pour moi, .NET c'était ma vie quand j'étais quand j'étais dans les études. Alors en fait, c'était pour une très très mauvaise raison. C'est juste que l'IDE Visual Studio c'était une bombe, quoi. Genre à l'époque, je veux dire, il y avait rien, il y avait pas IntelliJ ou quoi, ou si ça y était, c'était nul, tu vois. Genre, il y avait plutôt Eclipse côté Java, si tu veux. Je me souviens de ça, malheureusement, c'était pas une très bonne expérience. Donc, si tu veux, moi, j'étais en mode, bon, les gars, en fait, tu préfères le Java, tu préfères l'univers Java ou l'univers .NET? Bah, évidemment que je préfère .NET. T'as vu l'IDE, mec, tu tapes une lettre, il t'auto-complète et tout, c'est trop méchant. Et donc, j'étais parti sur .NET. Mais en vrai, tu vois bien, aujourd'hui, .NET, moi, ça fait 20 ans que j'en ai pas fait. Enfin, j'abuse, mais ça fait depuis 2006 que j'ai pas touché à du .NET, quoi. Et donc, comme tu le dis, le premier boulot dans lequel j'étais, c'était pas du .NET, c'était du Java, et le deuxième, c'était du PHP, quoi. Ouais. Et donc, finalement, .NET, j'ai plus jamais touché. Ce qui est con, parce que ça a l'air d'être une belle techno, après tout, mais je sais pas aujourd'hui où ça en est, .NET. Ouais, ça rejoint ce qu'on dit, dans le sens où ce qui est important, c'est d'apprendre la logique, les représentations, plutôt que de se focaliser sur... c'est vraiment ça, c'est ce langage-là que je vais connaître et que je vais maîtriser. Moi, c'était pareil, à l'époque, je faisais de l'ActionScript et du Flash, et je me dis, je vais faire des sites trop bien en Flash dans 10 ans, quoi. Et là, ça va être un peu difficile, quoi. Mon pauvre ami. C'est ça. T'aimerais bien des fois retourner voir le John d'il y a 10 ans, tu vois, pour dire oui, c'est ça, de l'ActionScript, c'est ça. Bien sûr. Bon choix, mon gars, bon choix. Bon, après, attention, c'était un bon choix malgré tout, parce qu'après, quand t'es passé sur du JavaScript, t'avais quand même les syntaxes et tout ça. Oui, voilà, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que dans les formations, moi j'ai beaucoup cette impression que les personnes, moi qui viennent me voir et me poser la question, c'est qu'est-ce que je devrais choisir par exemple entre React, Vue.js et Angular et tout ça. Et c'est pas si important que ça. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez appris la mécanique de un, pour passer sur l'autre, ça va pas être trop compliqué. Donc moi, t'as pas eu cette... Après, vu que tu as des étudiants qui sont déjà en alternance et qui, j'imagine, ils pratiquent déjà un langage, ils ont moins cette interrogation du choix du langage, non? Oui, non, eux, on peut switcher. Ils comprennent très bien que chaque langage a sa mission et du coup, c'est normal que là, on switch parce qu'on va faire du front, donc c'est du JS, et là, on switch, on va faire du PHP parce que c'est du back. Ça pose plus trop de questions à mes étudiants. Moi. Ouais, c'est une bonne chose aussi. Mais quand tu travaillais avec les débutants, est-ce que c'était une question qui revenait ou pas du tout? Non, parce qu'on avait une pédagogie extrêmement claire là-dessus aussi, sur le fait que dès le départ, chaque langage avait vraiment une mission particulière et du coup, pourquoi il y a plusieurs langages? Mais parce que les missions sont tellement spécifiques que tu vas pas décrire des comportements en HTML. Tu vois bien que même le langage lui-même ne s'y prête pas. Ça existait à une époque, des langages à balises pour décrire des algos, tu vois, mais c'est juste, ça marche pas, quoi. C'est pas bien foutu. Et du coup, en fait, on avait tout de suite une pédagogie qui expliquait, mais même, tu vois, dès le départ, l'intégrateur, il devait expliquer pourquoi tu as HTML et pourquoi tu as CSS. Mais parce que tout simplement, tu vois bien que les missions n'ont rien à voir, en fait. Donc, nous, on avait quand même tout de suite à cœur le fait d'expliquer que chaque langage va être précis pour une mission précise, quoi. Et donc, il n'y avait pas trop de questions non plus à savoir, tiens, mais pourquoi là on fait du PHP et tout à l'heure on a fait du JavaScript? Je veux dire, les mecs comprenaient bien à peu près ce qui se passait, quoi. Après, au niveau de la formation, est-ce que toi tu vois des évolutions dans ta manière de former? Est-ce que tu aimerais aller plus sur des formations un peu plus longues? Est-ce que tu aimerais peut-être monter un jour ton propre organisme de formation ou... Alors moi, je suis officiellement organisme de formation. C'est-à-dire que... Oui, non, mais je voulais dire vraiment de suivre des étudiants sur du plus long terme. Ou... Non, en fait, la vérité, c'est que j'y ai pensé plein de fois à monter ma propre école, mais je vois pas l'intérêt. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on y pensait, même avec d'autres formateurs, on disait, mais venez, on crée une école à nous et tout, mais pourquoi faire, en fait? Il y a déjà des écoles, ça marche bien.
Et surtout, tu vois le bordel administratif que ça doit être. C'est un enfer, quoi. Donc, rien que la création d'entreprise, ça te vaccine. Alors, j'ose imaginer une ouais, école, c'est quoi. ça. Et l'école avec Calliope, avec tout ce qui va avec, hein, l'administratif. Enfin, c'est un enfer, quoi. Bon, après, tu me diras, bah, c'est bon, t'as qu'à recruter un gars ou une fille qui va gérer cette partie. Et puis, oui, après, c'est les investissements. Et puis, surtout, quel est l'intérêt? Moi, ça me rappelle toujours, hein, pour ceux qui veulent des retours d'expérience. Quand j'étais jeune, j'étais un gars un peu, tu vois, au courant de l'actu et tout. Et ma chaîne préférée, c'était BFM Business. Donc, j'écoutais dans la voiture à chaque fois que j'allais au boulot BFM Business et je regardais BFM Business. Oui, vous allez dire, ce mec est complètement con, mais c'est ce mec, parce que je trouvais que c'était vraiment la chaîne la plus précise et tout. Bon. Et je venais de créer ma boîte. Et en fait, pourquoi on a créé notre boîte avec mes 2 associés qui étaient 2 anciens salariés de la boîte dans laquelle on était? On a démissionné, on a créé la boîte. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on a dit, mais les gars, on peut faire exactement la même chose que ce qu'on fait là, sauf que c'est nous qui prenons l'échec. Donc ça veut dire qu'on n'invente rien, on fait rien, on n'a pas de but précis, on est une agence web. Bon, déjà, tu vois, c'est un peu... Et en vrai, genre 1 mois après que j'ai créé ma boîte, donc avec tous les trucs administratifs, c'est bon, on a la boîte. J'écoute l'interview d'une meuf entrepreneuse de génie, tu vois. Et l'intervieweuse lui dit, bon, quel conseil vous donneriez aux jeunes entrepreneurs et entrepreneuses et tout? Et la meuf, donc ultra qualifiée, tu vois, genre elle a créé 800 boîtes, tout à succès et tout, nickel chrome. Elle dit, ne créez pas une boîte pour faire la même chose que ce que vous faites en tant que salarié. La place. Et, ouais, et là, je suis en mode, merde, c'est exactement ce qu'on a fait. Bon, enfin, c'était quand même une bonne expérience. Ça a duré 3 ans, on a appris plein de trucs, c'était cool. Mais voilà, du coup, une école, pourquoi faire en fait? Pour faire la même chose que ce que je fais là, c'est pas la peine. Là, je fais ça sans emmerdement, c'est-à-dire que je bosse quand je veux, si je veux, sur le sujet que je veux, je suis tranquille. Ouais. Là, c'est vraiment ce que je recherchais. Donc non, pour l'instant, le projet, c'est pas de créer une école. Après, si ce n'est créer une école, peut-être créer quelque chose autour, entre guillemets, de la petite marque, entre guillemets, que j'ai créée via ma plateforme de formation et ma chaîne YouTube. Donc je réfléchis à des modèles d'abonnement, des trucs comme ça, tu vois, pour générer du revenu comme ça. Maintenant, pour l'instant, ça a jamais bien fonctionné. Je me rends compte que j'ai pas le temps en fait de. Si tu fais de l'abonnement, il faut faire du contenu tous les mois. Il y a des mois où tu fais pas de contenu, mon gars, et les gens qui ont payé l'abonnement, ils seront pas contents. Donc tu vois, j'ai laissé tomber. Cet été, j'ai eu ce projet-là et je me suis dit, vas-y, viens, on essaye. Donc ça veut dire, vas-y, pendant 2 mois, on fait une formation de minimum 3-4 heures. Donc c'est long, il faut monter, il faut préparer, il faut tourner et tout. Toi, c'est ce que tu fais d'ailleurs, c'est impressionnant, je sais pas comment tu te débrouilles. Mais et j'étais en mode, mais non, en fait, j'ai le bébé, j'ai la petite, j'ai une semaine de cours là, une semaine de cours. Enfin, j'ai pas le temps de faire ça, quoi. Donc pour l'instant, ça vient pas, mais ouais, c'est sûr qu'à un moment, il va falloir réfléchir à évoluer un peu. À évoluer et voir ce que je vais faire. Mais je sais toujours pas ce que ça sera. Ouais, je te confirme, là, pareil, hein. Moi j'ai le même sentiment quand j'enregistre une formation. C'est vraiment pas juste une vidéo par-ci par-là, mais vraiment une série de vidéos. À la fin, je suis lessivé, je suis mort, quoi. C'est. Mais ouais. Mais surtout, je vois ton process de préparation qui est hyper rigoureux. Alors, c'est trop cool parce que du coup, je vois que toi-même, tu t'étonnes. Par exemple, là, sur SQL, les timestamps, les dates, avec la time zone et tout, j'étais heureux pour toi et pour moi aussi, parce que moi aussi, je connaissais pas ça. Et j'étais en mode, putain, mais on apprend des trucs, en fait, en prépa. Et je sais très bien que c'est ça qui est intéressant quand tu fais de la formation, c'est que tu apprends toi-même des trucs. D'ailleurs, conseil, encore une fois, hein, pour tous les développeuses et développeurs, ou même les débutants, hein, c'est essayer d'expliquer aux autres quelque chose. Ça va forcément vous apprendre des trucs parce que vous avez la pression de l'imposteur. C'est-à-dire que vous voulez pas qu'on vous prenne à défaut, ou vous voulez pouvoir répondre à plein de questions. Et donc, du coup, vous allez forcément vous documenter incroyablement sur un sujet. Vous allez le creuser à fond pour pouvoir l'expliquer aux autres. Donc, forcément, expliquer, c'est aussi devenir meilleur soi-même. C'est ça qui est intéressant, quoi. Je vois que ton process de préparation est très exigeant. Et au final, les vidéos, ben, ça se ressent quoi, sur les infos que tu délivres et c'est cool. Mais ça demande extrêmement de disponibilité, de temps et Ouais, c'est difficile. C'est pas un revenu si passif que ça au final. Mais c'est intéressant ce que tu dis justement parce que sur le côté formation, il y a beaucoup de moments où on sait des choses, mais on n'a jamais trop vérifié pourquoi. On se dit, bon, bah, ça, on sait que ça marche comme ça. Et l'exemple que tu donnais, c'était de sauvegarder des dates dans une base de données. Mhm. J'avais toujours eu des problèmes, mais je m'étais jamais trop posé la question de pourquoi ça fonctionnait pas. Et justement, ouais, de faire de la formation et d'essayer d'avoir ce type de profil-là est intéressant aussi parce que on est obligé d'aller au fond des choses pour expliquer convenablement les choses. On peut pas juste dire, ben, ça marche comme ça, quoi.
pour aller dans ton sens, je sais pas si tu te rappelles, là, j'ai fait des cours au Master 2 à l'université. Et comme c'était censé se passer dans un amphi et tout, vraiment en mode... c'était la consécration pour moi, tu vois. Le cours dans l'amphi, c'était vraiment incroyable. Bon, en fait, à cause du Covid, ça s'est fait en visio, donc j'étais un peu fané. mais pour moi, voilà, c'était vraiment le truc, il fallait pas fallait pas me foirer. Et c'était des cours sur JavaScript. Alors vous allez me dire, mais pourquoi en Master 2, ils apprennent JavaScript? Parce qu'en fait, il y a des gens, ils arrivent jusqu'au Bac+5, et en fait, ils ont fait que du client lourd. Hein. Ils ont fait du Java, du C++, du Python, de ce que vous voulez. Mais JavaScript, tu vois, à l'université, en fait, JavaScript, on s'en fout, hein, les gars. C'est juste un langage mineur, tu vois, des gens qui font du web. Parce que l'université, c'est des langages hardcore, tu vois. Du Java, du C++. Des vrais langages. Ouais, voilà, des trucs où on te dit, non, en fait, un typage fort, voilà, tu te massacres, quoi. Tu te tues dessus, quoi. Et donc là, je devais faire cette formation et je sais pas si tu te rappelles, je me suis dit, bah, go, on la prépare en stream avec la commu. Et j'ai commencé à préparer des TP. Et en fait, pour moi, tu vois, c'est un truc de fou, mais ça fait des années que je fais du JavaScript. Et j'étais persuadé que quand tu crées une promesse, quelque part, il y avait un thread qui popait et que le travail de la promesse se faisait dans ce thread-là. Et que c'est pour ça que tu mettais ton point zen pour dire, bah, quand le thread a fini son travail, en fait, ça revient sur le thread principal au niveau du point zen. Et Romain, il me dit, non, pas du tout. Tu dis n'importe quoi, t'es un débile. Et du coup, c'est fou. Ça fait des années. Tu vois, les promesses, je veux dire, il n'y a rien de compliqué. C'est une promesse, elle fait un boulot. Quand elle a fini, elle te dit qu'elle a fini et toi, tu le fais. Et pour moi, c'était sûr, c'était évident que c'était du multithreading, en fait. Alors, si c'est pas du multithreading, c'est peut-être autre chose, tu vois. Mais en tout cas, le travail se faisait en background et que tu veux récupérer la main ensuite. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Et du coup, Romain m'a expliqué. Et donc, je me suis rendu compte que ça faisait, voilà, ça fait, je sais pas, des promesses, ça fait quoi, depuis ES6, on va dire que c'est vraiment devenu connu avec le fetch et tout. Et je me dis, putain, mais mec, ça fait depuis 2015 que tu racontes que des conneries à tout le monde, en fait. C'est un truc de fou. Et du coup, je me suis vachement remis en question. J'ai bouffé voilà le nombre de conférences, de vidéos et d'articles sur JavaScript. Je me suis régalé et j'ai appris, maintenant, je sais très bien comment ça marche, les event loops, la micro-task-queue, la task-queue, etc., etc., quoi. Et donc, ça prouve que, encore une fois, en préparant, bah forcément, tu avais des trucs que tu pensais qui marchaient comme ça. En fait, ils ne marchent pas du tout comme tu pensais qu'ils marchaient, quoi. Très intéressant comme processus. Oui, c'est d'aller au fond des choses, c'est vachement important. Tu ne peux pas te permettre, effectivement, d'arriver en face des étudiants et leur dire, oui, ne posez pas trop de questions, ça marche comme ça, point barre. Tu sais, genre Samuel dans le chat, il se fout de ma gueule. Les threads en JS et il se fout de ma gueule. Ben ouais, ben je pense que... Bon, le fait est que, comme me l'a expliqué Romain et comme je l'ai lu par la suite, quand tu appelles les fonctions de la Web API, donc qui font partie de l'environnement du browser, il y a du thread qui se fait, mais c'est pas du JavaScript. C'est parce que dans le browser, c'est codé, c'est en langage compilé, et là, effectivement, il joue avec des threads, il joue avec ce qu'il veut, mais c'est le browser qui joue, c'est pas le langage JS qui te permet de faire ça, quoi. Moi, j'avais eu un truc un peu similaire avec les variables. Tu sais, quand tu déclarais les fonctions, elles se retrouvaient en haut. Donc, pendant un moment, j'ai pensé que l'ordre importait peu, en fait. Donc, il y a beaucoup de choses que tu... Ah, le hosting, tu veux dire, le fait que les variables, la déclaration de variables remonte? Ah oui, c'est ça, pendant un moment, c'était juste tu déclarais une fonction et puis peu importe, quoi. Mais en vrai, il y a plein de choses comme ça. Et puis même quand tu fais de la formation aussi, des fois, ça peut venir des élèves. Les élèves peuvent te dire, s'ils ont déjà un certain niveau, ils peuvent t'apprendre aussi pas mal de choses. Et ça, c'est intéressant aussi. Ouais, ça m'arrive régulièrement. Hein, voilà, je veux pas passer pour un con encore une fois, mais ça arrive régulièrement qu'on me dise, mais attends, mais Dior, j'ai lu la doc avant-hier, a priori c'est pas si simple, regarde et tout. Ah oui, bah t'as raison. Mais moi ça va, ça passe bien avec moi ce genre de choses parce que j'ai absolument aucune, comment dire, si tu veux, moi quand je sais pas, c'est pas un problème, je vais pas crever, tu vois. Et si on m'apprend un truc, bah au contraire, je suis content, tu vois, je me sens pas ridiculisé forcément. C'est pas l'objectif. De toute façon, les gens qui ont un ego, en général, ça va être difficile de les gérer même en équipe. Il y a une question qui est intéressante, je trouve. C'est vrai qu'on l'a pas forcément relevé, mais la personne demande, à un moment, tu as dit qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas faites pour ça. Mais à quoi tu l'as remarqué, en fait? Quels sont les critères qui font que tu te dis cette personne-là, elle va vraiment pas y arriver? Alors, c'est con à dire, mais déjà, dès le début, la maîtrise de l'outil. Je parle même pas du langage ou quoi, l'outil. C'est-à-dire, est-ce que tu comprends ce que c'est un fichier, un dossier? Est-ce que tu comprends, tu vois, c'est quoi un copier-coller, en fait? C'est quoi Je parle même pas des raccourcis clavier, mais juste, voilà, l'idée même de copier-coller, quoi. Franchement, si t'arrives sans ça, ça va être hardcore, hein, je te le dis, ça va être dur, quoi. Ça veut pas dire que c'est définitivement terminé, tu vois, mais c'est déjà un bon indicatif pour dire... après, il y a l'autonomie. C'est con, mais après quelques jours où tu as appris, dire voilà les gars, il y a tel doc, il y a tel truc, et je sais que les docs sont durs à lire, attention, je dis pas que tu vas comprendre la doc, je dis au moins que tu peux essayer d'aller voir, tu vois.
et que malgré tout, ben, le premier réflexe, c'est de poser une question. Si au bout de plusieurs fois où tu expliques, attends, avant de poser la question, essaie de regarder, ben, ça ne rentre toujours pas, il y a des chances que ouais, ça va pas être ton truc, quoi. Tu peux pas évoluer dans ce métier si à chaque question que tu te poses, tu as besoin de quelqu'un à côté pour y répondre. Tu n'y arriveras pas, quoi. Oui, surtout en plus dans une entreprise où tu as un peu plus la pression que dans les formations, ça va être l'enfer, quoi. Ouais, c'est difficile. C'est difficile. Donc voilà, je dirais premièrement la maîtrise de l'outil, deuxièmement l'autonomie. Je dis pas que le mec doit comprendre ce qu'il trouve, mais au moins qu'ils doivent chercher un minimum. Et quitte à ce qu'ils disent pendant 10 minutes, tu vois, ils disent voilà, j'ai lu 3 tutos, franchement, je m'en sors pas, viens m'aider. Et là, il y a zéro problème. Bien sûr que je viens t'aider, tu vois, c'est mon boulot. Mais au moins d'avoir eu la démarche de chercher, c'est essentiel, quoi. Et là, je peux tout de suite voir quelqu'un qui cherche pas, quoi. Qui attend qu'on lui donne les choses, et ça marchera pas. Ça marchera pas pour ce boulot. Ouais, effectivement. Quelqu'un qui débarque sans avoir même la maîtrise de l'outil informatique, pour moi, c'est vrai que c'est un peu chaud d'envoyer des gens sur des formations dev à ce niveau-là, quoi. Oui, mais après, c'est des erreurs de casting qui peuvent arriver. Oui, effectivement. Bah, du coup, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Est-ce que je te laisse le mot de la fin, tiens, si tu as un petit truc à promouvoir, ou même si tu veux parler de ce que tu veux, vas-y. Non, j'ai pas grand-chose à voir. J'ai sorti dernièrement 3 vidéos sur ma chaîne YouTube, ce qui est quand même incroyable, parce que ça faisait genre, je sais pas, 1 an que j'avais pas sorti de vidéo. Là, j'en ai sorti 3 en une semaine, et du coup, les formations que j'ai données au master, les conférences, les cours magistraux que j'ai donnés au master vont sortir aussi là. Samedi, il y en a 2. Samedi d'après, il y en a un. Alors, les 2 premiers seront sur JavaScript. Historique du JavaScript et fonctionnement du JavaScript. Et où là, ben, merci Romain, parce que c'est grâce à toi que je dis moins de conneries, en tout cas. J'en dis peut-être, mais j'en dis moins. Donc là, samedi matin, ça sortira après la vidéo traditionnelle de notre ami Johan Dev, qui va sortir sa vidéo à 9h normalement. C'est vachement programmé, quoi. Ouais, c'est programmé. Bah, en fait, en vrai, ça, tu vois, c'est un délire qui me plairait, tu vois, John. C'est de dire une sorte de MCU, si tu veux, de la programmation sur YouTube. Et potentiellement, t'imagines, si on était assez, t'aurais un espèce de programme télé hebdomadaire, comme un programme télé, tu vois, mais sur YouTube, hebdomadaire, en disant, ben voilà, à telle heure, il y a la vidéo de lui, telle heure après, il y a la vidéo de lui, telle heure... Mais bon, il faudrait... la pression après, ouais. Non, il faudrait être beaucoup, et il faudrait être sûr d'avoir du contenu souvent, et donc forcément, j'y suis pas, tu vois, parce que là, si tu me dis, chaque semaine, il faut une vidéo, on va pas y arriver. Mais en tout cas, pour le coup, j'ai réussi à relancer 3 dernières vidéos, dont 2 qui parlent de RxJS, si ça peut t'intéresser, John. Une qui parle de Redux Toolkit. Je vais peut-être continuer là-dessus aussi parce que ça a intéressé beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais, mais du coup, comment tu fais les asynchrones? Donc, il faut parler des async chunks. Et comment tu vas faire ensuite? Ils m'ont parlé de RTK query. Je sais même pas ce que c'est, mais on va étudier, tu vois. Et si c'est bien, bah, je ferai une vidéo. Et samedi, du coup, sortiront 2 conférences de JavaScript. Et samedi d'après, une conférence React. Et samedi d'après, encore une conférence Angular. Tout ça sur ma chaîne YouTube. Et donc, j'annonce officiellement, au cas où vous ne le sauriez pas et vous ne le saviez pas, que je travaille actuellement sur une formation de plusieurs dizaines d'heures. Je sais pas combien encore parce que ça va être énorme, sur Angular, qui elle sera sur ma plateforme payante. Ouais, je vous prends pas en traître. Je vous prends pas en traître. Elle sera sur ma plateforme payante, mais ça donnera lieu à des vidéos YouTube aussi, je pense. Ça pourra donner lieu aussi. Ouais, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent du Angular. Bah, c'est incroyable, le retour en grâce d'Angular. Alors, je dis pas que j'y suis pour rien, parce que je pense y être aussi un peu à mon humble échelle. Là, j'ai fait différentes conférences, différentes interventions où vraiment je disais les gars, Angular quand même. Ça a mis du temps, mais c'est une super tech. Hein. C'est vraiment une belle stack Angular. Hein. Moi, je trouve que c'est un beau framework. Et je dis pas ça parce que je prépare une formation dessus, évidemment. Non, je prépare une formation dessus parce que c'est une belle stack et que ça mérite. Et que, bah, d'ailleurs, pour la petite anecdote, la première formation payante que je voulais préparer pour Udemy, c'était Angular. Et j'ai fait 6 mois de tournage dessus pour finalement tout annuler parce qu'ils avaient changé de version, ils avaient fait des breaking change et tout ce que j'avais tourné, c'était un peu mort, quoi. Et là, j'ai dit, bon, Angular, plus jamais. Et finalement, j'y suis revenu parce que j'ai l'impression qu'ils ont bien stabilisé quand même. La revenge story, quoi. Ouais, du coup, j'y reviens, quoi. Donc, voilà. Ok, ben merci pour ça. Et merci en tout cas d'être venu. C'était super sympa. Bah, c'est merci à toi, t'imagines même pas. Alors, je disais, non, mais c'est vrai parce que, en fait, il faut se rendre compte. Bon, toi, John, ça va te gêner, tu vas rougir, tu vas casser les couilles, tu vas dire, mais non, tu vas faire ton mec humble. Je vais me cacher, c'est bon. Mais voilà, mais il faut se rendre compte d'un truc incroyable. C'est que, genre, pour moi, tu vois, Graphic Art, c'est une institution, c'est un truc de fou, quoi. Et ben là, je discute avec lui, quoi. Je discute avec John, alors qu'en 2013, 2014, je regardais ses vidéos et j'étais en mode, putain, mais c'est un dieu, le gars, quoi. Putain, regarde, je me rappelle trop la fois où tu avais fait ta formation AngularJS.
Et nous, dans notre boîte, j'étais là, j'étais en mode, mais attends, mais je vais tout de suite faire une API avec Rails et je vais me connecter parce qu'il y avait le mode dans AngularJS, il y avait les resources, tu te rappelles? Ouais. Tu pouvais faire une genre de ressource où ça faisait du get, du post, du machin. Et j'étais en mode, mais attends, mais je vais faire ça et tout. Quelle horreur. Quelle horreur. Non, Non, au c'était contraire, très quel bien. bonheur, tu vois. Non, non, c'est trop bien. Et du coup, je me rappelle trop des formations que je regardais de toi. Et voilà, et au fur et à mesure, comment tu as évolué, comment ta chaîne YouTube a évolué et tout et tout. Et voilà, aujourd'hui, je discute avec John. Et comme il y a 3 semaines, enfin, il y a 1 mois, j'ai discuté avec Benoît Gantom, quoi, artisan développeur. Voilà, j'étais sur la chaîne de Benoît Gantom. Donc, tu vois, je veux dire, les gars, si ça, c'est pas une consécration, je sais pas ce que c'est, quoi. Donc voilà, donc non, merci et merci beaucoup à toi, John, de m'avoir invité. C'était super cool. Ok, merci. C'est cool, c'est cool. Non, c'est cool. Bon, bah les amis, j'ai envie de dire, hein, développez-vous bien. Chaud.